C'est pas grave. Ok, bonjour. Salut. Ça va? Ah, ça bug un peu. Ok. Salut. Bon, prête? Ouais. Ouais, bon là, il y a tout le monde qui arrive un petit peu en même temps. J'ai allumé il y a déjà 2-3 minutes, donc ils sont tous débarqués. Bon, c'est bien, on a Ouais, du c'est ça. monde. Attends, Ça va être chouette. j'attends que tu lances l'invitation en fait. Ah oui, j'avais pas encore activé web et Ouais, peut-être en l'air trop de pas choses de dans la tête. souci. Pas de souci. Ok. Je vais te laisser juste te présenter déjà et je me présenterai après pour ceux qui éventuellement ne me connaissent pas du coup. Voilà. Ok, très bien. Moi, je suis Maïna, je suis une sage-femme, j'habite en Guadeloupe. Et du coup, je fais partie des Pipelettes et du bureau des Pipelettes. Voilà. Ok. Et du coup, les pipelettes, c'est... Alors, les Pipelettes, c'est un chat de prévention en santé sexuelle qui est tenu par l'association Prévention Sage-Femme. Et voilà. Donc en fait, c'est un projet qui est né il y a un mois et demi à peu près. Et voilà. Tout jeune, donc. Toujours fun, mais déjà au taquet et content de ce qu'on fait. Ok, super. Moi, du coup, pour ceux qui me connaisseraient éventuellement pas, je m'appelle Lilou, j'ai 20 ans. Je suis absolument pas étudiante en santé, mais je brise les tabous en répondant à vos questions avec les connaissances que j'ai, les rencontres que j'ai pu faire, mon expérience, etc. Et du coup, voilà. Je suis moins scientifique que toi, du coup, en termes de connaissances, mais voilà, j'ai de l'expérience quand même. Ok, ça concerne plutôt les femmes, pas forcément. On est sur la jeunesse, c'est Laurent qui nous demande ça, C'est mais ça. on est C'est open. ça, on est sur les. Le chat, il est ouvert à tout le monde, hein. Il cible principalement les femmes à la base, mais il est ouvert à tout le monde, tous les jeunes. On a des jeunes garçons qui poser des questions. Faut pas hésiter, quoi. Ok, donc merci à Jonathan qui est là, qui est mon modérateur. Du coup, qui s'appelle Eagle Joe. Je sais pas si tu le vois, mais c'est lui du coup le modérateur qui Ouais. est pas là aujourd'hui, donc c'est chouette. Merci à lui d'être là pour que ce live se passe bien. Voilà. Donc, Salut. sans plus attendre, si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'il y en a qui sont arrivés direct, ils avaient des questions, donc je leur ai dit de patienter pour les poser au bon moment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, et moi j'en ai aussi. Alors, on a Malouloute qui nous dit, première question, comment on fait pour se raser au rasoir, ce qu'on doit mettre sur la peau avant? Alors, il y a plein de techniques différentes, hein. T'en as qui mettent du savon, du jet de douche, qui te rasent sous la douche comme ça. Ça protège un peu la peau, mais voilà, ça dépend de toi. C'est sûr qu'il ne faut pas se raser à sec, ça irrite pas mal. Et puis surtout, penser à hydrater après parce que la peau, elle souffre, quoi. Ouais, c'est ça. Pensez aussi, plutôt sur la zone haute, donc au niveau du pubis, mais même sur les jambes, etc., à faire aussi des gommages, parce que ça va aider à pas avoir trop de poils incarnés. Mais, et bien l'hydrater, ouais, après, parce que voilà. Pas très agréable sinon. Ok. C'est quoi les symptômes des premières règles? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est quels sont les symptômes qu'on peut avoir, tu sais, genre juste avant d'avoir ces règles. J'ai fait, alors si j'en avais, ça veut dire qu'on saurait toutes quand on a nos règles. Donc j'ai fait, c'est un peu compliqué. C'est différent pour chacun, en fait. Ça, on peut pas tabler pile poil, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, on commence à avoir des petites pertes blanches dans la culotte. Moi, je sais que ma maman me disait, oh, regarde ta culotte, il y a des petites pertes blanches, tu verras un jour, tu auras tes règles, tiens, prends ça déjà dans ton sac, voilà, ça va pas tarder. Alors, ça a duré quelques mois, hein, les petites pertes blanches, ça dépend des gens et ça dure pas toujours un mois ou 2 ou 3, ou voilà. Moi, Mais c'est ça vrai que... a duré plus de 3 ans, par exemple. Ah oui. Ouais, comme quoi, tu vois. Mais Et à pourtant, part j'ai eu mes ça, règles à 13 ans, tu vois, mais dès 10 ans, et je ne savais pas du tout ce qu'étaient les pertes blanches. Donc, je me suis dit que, je crois que j'ai même pas osé en parler. Je crois qu'à moi-même, j'ai pas osé me poser la question. Parce que j'étais j'avais beaucoup de mal à l'époque avec les tabous, etc. Et aujourd'hui, je contrebalance tout ça, mais c'est vrai que du coup, à l'époque, j'ai occulté, on va dire, cette chose.
Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est et je sais que c'est important. C'est ça. Ok. J'ai super mal dans le bas du ventre, pourtant j'ai pas encore mes règles. Alors, il n'y a pas que l'utérus, il n'y a pas que les ovaires hein, dans le bas du ventre. Hein. Donc, n'hésite pas à consulter ton médecin et pour qu'il fasse un examen complet, un check-up complet. Quand on a mal au bas du ventre, c'est pas forcément gynécologique. Hein. Voilà. Ça peut, mais c'est pas sûr. Plein d'autres organes. Il y a combien de modes de contraception en vrai? Oula, une quinzaine Alors, presque. alors, on a l'anneau vaginal, le patch contraceptif, on a les préservatifs, on a la pilule, le stérilet, l'implant, on a des injections. On est pas mal. Il y a On a le plusieurs diaphragme, stérilés, il y a plusieurs sortes de préservatifs. Enfin, il y en a deux à chaque fois. ouais, c'est ça, on en a pas mal quand même. Hein. Une bonne dizaine, ouais, c'est ça, globalement. Ouais, c'est ça. Il y en a dont on parle pas beaucoup. Et puis, tu as les contraceptions naturelles aussi, dont on a parlé cette semaine. Donc, ouais, on va dire environ une dizaine. Ouais. Ouais, Plus ou j'en ai moins. pas parlé aussi sur la chaîne et il y en a aussi pas mal. Il y en a pas mal. Tout. Bon, ça, c'est pas trop des questions, questions sur les gommages. Bon. On en parlera une prochaine fois si vous voulez. J'essaie de trouver dans les commentaires des questions, parce qu'il y en a pas mal. Il y a Célia qui dit qu'elle a peut-être une mycose. Bah, j'espère que le pharmacien t'a bien orienté. N'hésite pas à consulter un même si ça persiste. Parce que bah, une première mycose, on traite comme ça, mais après, c'est bien de consulter pour si ça récidive, pour avoir un traitement un peu plus efficace. Ouais. Surtout essayer de savoir aussi des fois d'où ça vient. Des fois, c'est juste une fragilité, il me semble, de la flore vaginale. Et des fois, ça peut être dû à ton partenaire ou des choses comme ça. Je crois qu'on avait déjà. Exactement. Ça. Essaye de manger un peu moins de sucre, on évite les jeans serrés, on fait bien pipi après les rapports. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut associer. Et c'est vrai que du coup, aller voir un professionnel, ça permet de tabler sur un peu tout, la prévention, de la récidive, voilà. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant du coup d'hygiène, au niveau des rapports, tu disais, il y a avant ou après les rapports, niveau hygiène, est-ce qu'il y a des choses qui sont essentielles à faire, on va dire? Alors, faire pipi après un rapport, c'est bien. C'est vrai que si on s'est lavé avant un rapport, les deux sont souvent un peu plus à l'aise, mais on s'en fout en vrai. Ça dépend des gens et ça dépend voilà. Surtout, pas oublier le préservatif, surtout. Et voilà, après le rapport, faire pipi, surtout. Ok, je savais pas du tout ça, qu'il fallait à tout prix faire un rapport. Et ça a quelle utilité du coup? Par Bah, curiosité. ça prévient les infections, que ce soit urinaires ou vaginales. Ok, d'accord. Oui, Ouais. parce que de toute façon, de manière naturelle, souvent, de toute façon, on a envie d'aller faire pipi avant ou pendant. Donc en général, voilà. Mais c'est vrai que du coup, de savoir qu'en plus, il faut le faire, j'apprends quelque chose. Vous voyez, moi aussi, j'apprends tous les jours. En fait, hein, tout ça. Ouais. Alors, est-ce que manger trop de sucreries peut augmenter les pertes? Du coup, j'imagine les pertes blanches. Alors, ouais, alors les bactéries aiment bien le sucre, tout ce qui est parasites et tout dans le corps, ils aiment bien le sucre. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, parce que les excès, ben, les choses mauvaises du corps aiment bien. Mais c'est vrai que quand on mange un peu trop de sucre, on peut favoriser les mycoses, parce que du coup, les champignons, ils vont rester là, puisqu'il y a plein de sucre, ils sont bien, ils sentent bien, donc ils restent là. Donc c'est vrai que si on est sujet à faire des mycoses facilement, bah, il vaut mieux diminuer le sucre en tout cas. D'accord, ok. Bah, c'est bon à savoir. Oui, c'est vrai que c'est logique. Le rapport bactérie-sucre, ça je connaissais, mais c'est vrai que du coup, la déduction, je l'avais pas forcément. Et du coup, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vous pouvez aussi, normalement, j'ai activé le. Alors, il est où? Ah non, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Normalement, j'ai un question-réponse qui est activé. Je ne sais pas pourquoi il Ah, n'est pas. Bon, bah tant pis. Ah bah tiens, on te demande comment fonctionne le chat des pipettes, du coup, j'imagine. alors, le chat, tu vas sur lespipelettes.org. Ça te demandera juste un pseudo et d'accepter les CGU, les conditions générales d'utilisation. Une fois que tu as fait ça, ça va te dire attends un peu, il y a une sage-femme qui va te répondre.
Et puis là, tu vas avoir une sage-femme qui va te dire salut, moi c'est un tel, quelle est ta question? Et c'est bon, la discussion est lancée. Ouais. Et du coup, on rappelle que c'est anonyme, donc que vous ayez 8 ans, 13 ans, 12 ans, 18, 32, 64, je ne sais pas, vous pouvez, il n'y a aucune gêne, aucun tabou, du coup, en plus, si ça Ça, vous rassure, vous. c'est ça. De toute façon, nous, on ne sait pas votre âge, on ne sait pas votre sexe, on ne sait pas où vous habitez, on ne sait rien du tout. On est là vraiment juste pour cibler. Vous avez une question précise, voilà, sur ça, vous voulez juste parler d'un problème et on vous répond. Je sais parce que du coup, par exemple, moi j'ai énormément de DM sur Instagram, etc., où on va venir me poser des questions parce que les gens n'osent pas les poser en commentaire. Ce que je peux comprendre parce que vu que moi je réponds souvent en vidéo, il y en a qui n'aiment pas et c'est tout à fait légitime, bien évidemment. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Mais du coup, là, vu que moi je mets beaucoup de temps en plus à répondre, du coup, parce que je suis toute seule déjà, voilà, au moins là vous êtes sûr d'avoir une réponse en plus par des professionnels et anonymes. Donc, on a la totale. Et puis, Je demande de plus. c'est-à-dire que tu peux te lever à 3h du matin, te dire oh tiens, j'ai ce problème-là, là, qui me turlupine, j'arrive pas à dormir. Et ben, tu arrives sur le chat et tu trouves quelqu'un pour te répondre. J'aurais aimé avoir ça à l'époque. Je suis pas si vieille, mais j'aurais aimé. Donc on a juste l'année qui nous demande ça se passe comment la première fois chez le gynéco. Alors Meina n'est pas gynécologue, elle est sage-femme. Du coup, j'aimerais bien, avant qu'on réponde à cette question, que tu nous expliques le rôle de la sage-femme et surtout la différence avec le gynécologue. Alors, une sage-femme, on est des professionnels, on passe par la première année de médecine. Ensuite, on fait 4 ans d'études à l'école de sage-femme. Donc, on est des spécialistes de tout ce qui est normal en gynécologie. Donc, tout ce qui est gynécologie et obstétrique. Donc, ça va être la femme quand elle a ses premières règles, qu'elle a des questions, la contraception, la prévention en santé, santé sexuelle, jusqu'à elle est enceinte, on la suit, le bébé après l'accouchement. Enfin, voilà, c'est vraiment la santé de la femme. Tout au long de la vie, la santé sexuelle, gynécologique, obstétricale. La différence avec un gynécologue, c'est qu'on fait tout ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on va avoir une jeune, voilà, on va lui dire voilà, tu as ça, ça, ça. S'il y a un problème, à ce moment-là, on adresse au gynécologue. Ok. Parce que vous pouvez prescrire des contraceptions, mais pas de médicaments, etc., c'est ça? Alors, on peut prescrire un certain nombre de médicaments, mais il y a plein de choses qu'on peut faire toute seule en vrai. Par contre, s'il y a quelque chose d'anormal, je sais pas moi, imaginons qu'on fasse un rôti pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et qu'il faille faire des examens supplémentaires, à ce moment-là, ce sera le gynécologue, par exemple. Okay. Vous n'avez pas le droit en fait de poser un diagnostic. Alors, on va pouvoir dire il y a un problème à ce niveau-là. Ouais. Okay. Et la prise en charge du problème, ce sera le gynécologue. D'accord. Ok. Donc voilà, bon, ça c'est déjà super intéressant. Et du coup, la question, voilà, le premier rendez-vous, que ce soit chez le gynécologue ou chez la sage-femme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y fait? J'ai déjà répondu à cette question de mon point de vue à moi, mais je pense que tu y répondras encore mieux que moi. Déjà, c'est plutôt la première consultation, c'est plus une consultation où on discute, où on échange au final. Et puis, c'est toujours un dialogue entre la patiente et le professionnel qui va l'examiner ou pas. L'examen, il n'est pas obligatoire. Ça va être tout dialogue, demander qu'est-ce que tu as dans ta famille, quels sont tes antécédents pour évaluer les risques que tu peux avoir après et mieux te surveiller, discuter de la contraception, discuter protection contre les IST, voilà, beaucoup de dialogue. Et puis si besoin, si la patiente elle est d'accord, à ce moment-là on peut faire un examen, mais souvent on le fait plutôt à la deuxième fois, quoi. Ok. Et est-ce que vous êtes, par exemple, s'il y a besoin de faire un examen, mais que la patiente elle n'est pas prête, ou alors qu'elle est prête à montrer, mais qu'elle n'a pas du tout envie d'être touchée, etc., j'imagine que vous respectez ça, ou comment ça se passe du coup? Ah oui, bien sûr. Ça se fait dans l'écoute, hein. La patiente, elle nous dit ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite pas. Si aujourd'hui, elle ne veut pas qu'on lui touche les seins, mais elle veut bien qu'on regarde la vulve, on ne touchera pas les seins, on prendra la prochaine fois. Et puis voilà, c'est toujours dans l'échange. Et puis en plus, de plus en plus, maintenant, les professionnels essayent de laisser les patientes, par exemple, mettre le spéculum elles-mêmes, parce qu'elles sont plus à l'aise avec leur corps, qu'elles vont moins se faire mal, qu'elles vont, voilà, pour les frottis, pareil, enfin, pas les frottis, mais les tests HPV, maintenant, on peut les faire soi-même, faire le prélèvement vaginal soi-même. Enfin, il y a de plus en plus de choses
qu'on essaye de laisser les patientes faire elles-mêmes parce qu'elles sont plus à l'aise avec leur corps et qu'on risque moins d'être intrusif sur ça. D'accord, ok. Ça, je savais pas du tout qu'on laissait faire soi-même. Okay. De plus Au niveau, du coup, vous faites aussi tout ce qui est palpation au niveau des seins, palpation mammaire, etc. Exactement. C'est bien de faire une palpation mammaire. Bah, c'est pour ça qu'on essaye c'est bien de faire une palpation tous les ans avec un gynéco ou une sage-femme pour faire vraiment le check-up, les seins et tout. Alors même si on conseille l'autopalpation, mais on imagine que tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça non plus. Donc voilà, oui. Ok. Et par exemple, je prends un exemple personnel. Moi, je sais que j'ai des antécédents de cancer du sein. À partir de quel âge je peux m'inquiéter? À partir de quel âge je dois faire plus attention, faire des auto-palpations, etc. Ou est-ce que je peux apprendre à faire des autopalpations aussi, etc. Alors, ça dépend du degré de. C'est-à-dire, si c'était pas qui ont eu un cancer, si c'est ta mère qui a eu un cancer du sein et assez jeune, ça va pas être la même chose que si c'est ta grand-mère qui a eu un cancer du sein à 60 ans. Ok. Voilà. Donc, ça, le risque va pas être le même. Et ça dépend aussi de. Bah, voilà, j'ai peut-être un parent qui a eu un cancer du sein, mais t'en as qui ont 5-6 parents dans la lignée qui ont eu des cancers, et là, ça pose un peu plus de questions. Donc, ça dépend vraiment. Il vaut mieux en parler avec le professionnel. Et en fonction du cas, il va te dire, voilà, on va commencer les échos mammaires, voilà. Mais dans tous les cas, à partir de 25 ans, c'est bien de se palper les seins régulièrement. Parce que, quand on est habitué à les palper, habitué à savoir comment ils sont, le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, on se rend compte. Ouais, ok. Donc, apprendre à connaître son corps, de toute manière, c'est primordial dans tout, j'ai envie de vous dire, et encore plus chez les filles, parce qu'on n'est pas trop aidé, je pense, à ce niveau-là, dans la société, à voir déjà ça ressemble à quoi vraiment une vulve, parce que je pense que les 3 quarts des jeunes filles ne le savent même pas, alors qu'elles en ont une. Donc, déjà, rien que ça, il faut quoi. Et du coup, je regarde s'il y avait des questions toujours sur ce sujet, voilà, du premier rendez-vous avec le gynécologue ou la sage-femme. Puis on rappelle, on peut aller voir également une sage-femme. Je crois que j'avais une question en tête qu'on me pose souvent aussi, mais j'ai oublié. Donc tant pis, c'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. Ah si, là. Ah oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, il y avait Manon G demandé comment ça servait d'aller chez le gynéco, surtout les examens de prévention, contraception, et puis le dépistage des maladies, des cancers, etc. Ouais, voilà, c'est une question de temps en temps, tu fais une visite médicale pour voir que tout va bien. Là, vu que c'est quelque chose de sensible, que tu as encore plus de mal à souvent, des fois, quand tu es jeune, à analyser toi-même, d'aller voir un spécialiste, juste des fois pour vérifier que tout va bien et puis pour poser tes questions et avoir des contraceptifs aussi souvent. C'est souvent le cas quand on y va. Voilà. Et du coup, moi, la question, c'était voilà, à quel âge est-il, tu m'avais déjà répondu, il faut, pour le premier rendez-vous, voilà, à quel âge je vais prendre mon premier rendez-vous avec un gynécologue, à quel âge ça commence à. Il faut y aller, quoi. C'est bien de faire un check-up. C'est bien de faire un check-up à partir des premières règles, ne serait-ce que pour parler santé sexuelle, comment on se protège, la contraception, etc. Parce qu'il y a des jeunes qui vont être à l'aise avec leurs parents et qui vont en parler à leurs parents, et puis il y en a qui vont pas en parler, des parents qui sauront pas comment en parler. Donc à ce moment-là, c'est bien d'y aller au moins une fois, et puis on vous dira comment on continue le suivi. Et du coup, question qui va avec, quand on est mineur, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut venir sans nos parents, sans dire à nos parents qu'on vient? Est-ce que tout ça, comment ça se fait? Alors oui, bien sûr, quand on est mineur, on a le droit de venir sans les parents. En plus, depuis l'année dernière, la sécurité sociale, le gouvernement, ils ont dit que même en dessous de 15 ans, on peut déjà venir consulter et c'est pris en charge, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est la sécurité sociale qui paye. Si tu veux pas que tes parents sachent que ta carte vitale est au nom de tes parents, voilà, il n'y a pas de souci. Que tu veux que ta consultation soit anonyme. Et à ce moment-là, on facture avec un numéro anonyme. Et ça permet que tes parents ils reçoivent pas à la maison le relevé qui dit que tu as été chez la tel jour. Voilà. Donc, du coup, il y a le secret médical, on n'en parlera pas à tes parents. Et il n'y a pas de souci, on t'examine.
Ok. Et du coup, j'en profite pour ajouter pour certains jeunes qui ont même ce genre de questions ou encore d'autres, voilà, qui ont peut-être des difficultés relationnelles avec les parents ou en tout cas les tuteurs. Vous avez notamment tout ce qui est planning familial qui peuvent vraiment vous orienter et vous aider dans les démarches de ce genre de choses si c'est difficile pour vous parce que bah, on ne sait pas à 14 ans qu'on a le droit d'aller seul chez une sage-femme ou un gynécologue. Donc voilà, n'hésitez pas, les plannings familiales, même si ça marche bien avec vos parents mais que la communication n'est pas au top du top et que vous n'êtes pas à l'aise, un planning familial, ils sont là pour aider tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez C'est pas si ça. vous avez des questions. Et en plus, ils peuvent distribuer là contre des préservatifs, ils peuvent vous donner des préservatifs, vous donner la contraception gratuitement. Voilà. Et ils ont au sein de l'association aussi souvent des sages-femmes ou des gynécologues ou des médecins, etc., qui du coup ne font quasiment que des consultations anonymes et ce genre de choses. Comme tu nous expliquais juste avant. Ok. Je vais checker un peu. Est-ce qu'on peut avoir les pertes blanches tout le temps? Je viens d'y répondre en vidéo, donc ça me fait rire. Alors, on peut en avoir tout le temps parce qu'on est des femmes et que on a une l'air qui est là tout le temps en fait et puis qui peut s'écouler à des moments ou à d'autres. C'est augmenté au moment de l'ovulation, c'est-à-dire à peu près au milieu du cycle. C'est un peu, on en a un peu plus, elles sont différentes, elles ont un aspect différent. Par contre, si elles ont une mauvaise odeur, si elles grattent, si ça brûle, si ça démange, si on est gêné, il ne faut pas hésiter à consulter pour vérifier si c'est des pertes normales ou si ce sont des pertes qui posent problème. Voilà, des signes d'infection, etc. C'est justement ce que j'expliquais dans la vidéo que j'ai sortie juste avant le live. Donc c'est pour ça que c'est drôle. J'ai dit la bonne chose. Du coup, ça confirme mes dires. C'est parfait. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent moi, j'en ai tout le temps, c'est hyper abondant. Bah, c'est pas forcément anormal. Il y en a qui ont plus que d'autres aussi, d'une femme à une autre. On est C'est toutes ça, différentes, déjà. Partons de la base. exactement. Ok, je vois pas là comme ça d'autres questions. Ah, est-ce que pendant la période d'ovulation, on peut aller dans la piscine, même si donc on a des pertes blanches abondantes, est-ce qu'on peut aller en piscine? Moi, je Oui, dirais bien, oui, y a pas de souci. oui, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, on peut aller à la piscine, il n'y a pas de problème. Du coup, quand on continue donc sur le sujet piscine, les règles et la baignade. C'est la question qui revient en troisième, je crois, le plus sur ma chaîne, en tout cas. J'y ai répondu 4 fois, mais on y répond encore une fois, c'est pas grave. Alors, c'est toi et comment tu te sens à l'aise. En vrai, alors si tu as des règles très très abondantes, voilà, tu risques d'être beaucoup plus gêné. C'est vrai que si tu saignes pas beaucoup, comme souvent à l'adolescence où on saigne un peu moins qu'à l'âge adulte, en vrai, c'est pas très très gênant. Ou au Si on est début ou à gêné, la fin aussi, des cycles. c'est ça, ou au début, à la fin, c'est des petites traces, c'est des petits spottings, c'est pas, voilà, c'est moins gênant. Mais en vrai, c'est comment toi tu te sens à l'aise avec ça. Et puis il y a des maillots périodiques qu'on peut utiliser. C'est comme les culottes menstruelles, maillots menstruels qu'on peut utiliser. Donc comme ça, au moins, on est moins gêné, on est sûr que ça fuit pas, on se dit pas, oh là là, les gens vont voir que, bah non, là c'est ni vu ni connu. Sinon, bah, on peut utiliser des protections internes comme la cup ou les tampons. Ou rien parce que il y a la légende de quand on a nos règles et qu'on se baigne, ça coule pas, voilà. Bon, ça Alors, c'est pas ça, c'est pas c'est une tout, légende ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? c'est pas tout à fait. Après, je pense que chacun doit faire aussi son expérience personnelle, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que si c'est très très abondant, bon, on aura peut-être moins tendance à se baigner ce jour-là, on attendra le lendemain quand ça dit quand ça un peu Parce moins. que donc, la théorie du ça coule pas, en fait, c'est une théorie qui, en niveau physique, fonctionne, c'est-à-dire au niveau de la pression. Enfin, il y a plein de gens qui vont vous expliquer ça. Mais le problème, c'est que c'est très théorique et qu'en pratique, c'est pas vraiment. Voilà, il suffit que vous bougiez un peu plus, que vous éternuez, la pression, elle est déstabilisée et ça coule de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plutôt une légende. Et c'est souvent, parce que moi j'ai souvent eu des garçons, j'ai dit bah non, je vais pas me baigner, j'ai mes règles. On me dit bah non, mais tu sais bien que les règles ça coule pas dans l'eau, enfin la pression, etc. Donc bon, allez leur expliquer que oui, mais ça c'est de la théorie. Ça peut être très très long, mais faut expliquer.
Et donc voilà pourquoi on dit que des fois on peut se baigner, pourquoi on peut pas se baigner. Et puis après, il y a les protections internes, bien évidemment. Et les maillots de bain, j'ai découvert ça à l'ouverture de mon compte TikTok. Il y avait des maillots de bain de règles. Et j'ai pour projet d'en commander un pour cet été. Je vous dirai si ça marche, comment ça fonctionne. Tout ça, bien évidemment. Mais voilà, ça marche. Ouais. Ah oui, et si aussi, peut-être que du coup, s'il y a des petites fuites, bah, se baigner dans la mer, ça peut être plus facile que dans une piscine, enfin, surtout une piscine voilà, publique ou privée, il y a du monde autour, vous n'êtes pas chez vous, ça peut être déjà un peu plus gênant que dans la mer, personne ne va rien voir, par exemple. Donc, ça peut être des solutions comme ça aussi. Hein. C'est à vous de faire avec ce que vous avez sous la main. Et puis globalement, bah, s'interdire tout le temps des choses, c'est compliqué, donc il faut trouver les bons compromis pour soi-même en fait. Après, quand on est jeune, c'est sûr qu'on ose beaucoup moins. Des fois, on veut essayer. Moi, je me rappelle que j'étais têtue. Je voulais essayer de mettre une serviette hygiénique, mais dans l'eau, ça ne fonctionne pas. Ça prend l'eau. Mais on a des idées, on essaie, on a envie d'essayer des choses parce que je pouvais pas, parce que je ne mets pas de tampon, pardon. Et donc voilà. Mais non, ça fonctionne pas, par exemple, parce qu'on me l'a déjà demandé aussi. Non, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai très peur de mettre un tampon. Nous dit Célia. Bon, bah, ça. Bah, Célia, le maillot menstruel, ça pourrait être la solution pour toi. Là, j'ai pas les tarifs en tête, honnêtement, mais parlons-en à ta mère. C'est un peu cher, mais en fait, une fois que vous l'avez. Enfin, moi, j'en ai regardé quelques-uns. On était déjà. Alors après, c'était une très bonne marque. C'est la marque Rijan. Qui eux font vraiment au fur et à mesure au nombre de commandes, enfin voilà, qui est une marque top. Mais là, ils étaient eux à 120 € le maillot de bain. Donc bon, c'est beaucoup moins abordable que d'autres. C'est pas plus cher qu'un Banana Moon ou qu'un maillot de bain de marque sans qu'il soit menstruel. Hein. C'est pas. Voilà. Faut en parler à. Une fois que vous l'avez, vous le gardez. Vous n'allez pas le jeter à la fin de l'été. Ça peut se garder plusieurs années. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est rentable. Et écologiquement, c'est rentable aussi par rapport au tampon, par exemple. C'est ça. Ok. Après, au niveau de ce qui est la peur et de la douleur, parce que c'est des questions qu'on me pose beaucoup sur le tampon, c'est la peur et la douleur. En fait, si vous avez peur, il y a plus de chances que vous ayez mal. Donc, faut apprendre à connaître son corps, je dirais, et s'entraîner et surtout le faire sans pression. Donc, n'allez pas essayer pour la première fois de mettre un tampon toute seule dans une petite cabine de plage avec une queue de 300 km qui toque à la porte pour que vous vous dépêchiez. Par exemple, c'est pas du tout le bon plan. C'est pas du vécu, mais c'est vrai qu'on aurait dit, tiens. Et puis commencer avec des petites tailles de tampons. On va commencer avec le mini, voilà, et puis au fur et à mesure. Et puis là, avec l'applicateur, c'est quand même plus simple aussi. Et puis au fur et à mesure, on peut augmenter le du flux. C'est pas on garde que 2 heures notre tampon. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, enfin, quand on voit un applicateur comme ça, parce que du coup, j'en ai toujours sous la main vu que je fais des vidéos avec. Ça peut être assez impressionnant, mais donc on ne répétera jamais assez. Le vagin, il est souple, on va dire, il est extensible, pas à l'infini. C'est ça. Voilà. Ouais, bah il y a quand même un bébé de 3 kilos, il passe, hein, donc. Ouais, c'est vrai. Même plus de 3 kilos, souvent. Hein. Mais du coup, ouais, peut-être pas commencer avec cette taille de tampon là, mais les mini. Oui, non, pas. Alors, j'ai eu mes règles normales, mais 9 jours après, je les ai re-eues. Et ça, c'est difficile, ça. Ça dépend si ça t'arrive tous les mois ou pas. Des fois, au moment de l'ovulation, on peut avoir des petits saignements, donc ça dépend aussi de l'abondance. Mais faut pas hésiter à consulter hein, si ça persiste, voilà. Mais ça peut arriver certains mois, on est stressé, on a un petit coup de mou, on est fatigué, voilà, d'avoir des petits saignements à un autre moment des règles, on se trouve ça bizarre, mais ça peut arriver. Pas de panique si ça reste occasionnel. Voilà. Et si du coup, on a un cycle, par exemple, très court, donc voilà, par exemple, un cycle qui va durer moins de 20 jours, ça peut, par exemple, toutes les 2 semaines presque, ou 3 semaines, tu as tes règles, ou alors très long, on va être 1 mois et demi, voire 2 mois de cycle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est grave? Pourquoi c'est là?
Alors, dans ces cas-là, c'est bien toujours, hein, je dirais toujours la même chose, hein, c'est bien de consulter parce que on va faire un bilan complet, on va voir des échographies, les bilans hormonaux, les hormones dans le sang, enfin voilà, tout ça pour savoir à quoi c'est dû. Et peut-être qu'à la fin, le gynéco ou la sage-femme vous dira, bah, c'est comme ça et c'est normal, c'est comme ça que t'es faite et tant pis. Et peut-être qu'il vous dira, bon, du coup, on va équilibrer avec un traitement, avec une contraception, avec une pilule, avec quelque chose pour équilibrer un peu ça. C'est des fois des petits déséquilibres et puis des fois c'est passager. On est stressé, là, avec le coronavirus par exemple, on est stressé, on peut ne pas avoir ses règles, les avoir tout le temps. Ça dépend beaucoup des femmes et puis de notre état émotionnel, malheureusement. Ouais, l'état, c'est ça aussi. Enfin, tout ce qui est, par exemple, choc émotionnel, etc., ça a une grosse influence parce que vos émotions, elles sont très liées aux hormones et que les hormones, c'est un petit peu la base du cycle féminin. Donc, tout ce qui peut chambouler vos hormones peut chambouler votre cycle. Et autant dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent les chambouler. On a les émotions, on peut avoir les chocs psychologiques, des traumatismes, enfin plein de petites choses, le stress, la fatigue. Et on peut avoir aussi les contraceptions hormonales qui sont donc faites d'hormones qui peuvent aussi faire varier certains paramètres. Et donc, c'est une question aussi qui est souvent posée, c'est les effets secondaires de ces protections hormonales. Il y en a beaucoup, mais c'est quoi? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis ça dépend aussi si c'est des contractions avec une hormone que de la progestérone ou avec deux hormones, c'est-à-dire oestrogène plus progestérone. Euh, Elles sont assez variables, hein, vraiment. Ça va aller des petits saignements un peu intempestifs, un peu tout le temps quand on s'y attend pas, jusqu'au à l'absence de règles. Voilà, certaines femmes sont contentes, hein, d'autres moins. Ça peut être des douleurs, ça peut être des maux de tête, ça peut être des nausées, des vomissements. Il y en a vraiment beaucoup. Les effets indésirables, ils sont tous assez faibles au final, sinon on ne vendrait pas ça. Mais si on en pas hésiter à consulter parce que, bah, comme je disais, toutes les contraceptions ont différents dosages d'hormones et en fonction des effets que chacun a, on peut modifier la contraception. Mm. Et du coup, j'en profite aussi parce qu'en fait, souvent, on a tendance à, quand on est jeune, voilà, je vais consulter, j'ai 15 ans, 16 ans, très souvent, c'est la pilule qui est proposée tout de suite par les gynécos ou les sages-femmes, je ne sais pas, j'en ai jamais consulté. Mais souvent, c'est la pilule qui est donnée. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre une contraception hormonale. Il y a toutes les contraceptions qui sont dites mécaniques. On va avoir l'anneau, la cape, on va avoir les préservatifs. Et on va avoir aussi le stérilet. Donc, même si vous avez 18 ans, admettons, si vous voulez un stérilet en cuivre, qui n'est pas hormonal, parce qu'il y a le stérilet hormonal aussi, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu un enfant. Il y a plein de mythes là-dessus. Vous pouvez demander un stérilet quand vous êtes jeune. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu pourras nous éclairer dessus, on a souvent tendance à proposer la pilule aux jeunes filles. Alors en fait, la pilule, c'est facile. C'est tiens, voici ta boîte, tu prends un comprimé tous les jours. Voilà, c'est le côté facile de la chose. Et c'est vrai que du coup, pour un premier abord des hormones, on prend les hormones pour la première fois, voilà, c'est quand même plus entre guillemets. On va pas aller mettre un stérilet dans le vagin, on va pas dans l'utérus. On va pas. C'est le côté facile. Et souvent, quand on est ado, on a de l'acné. Voilà, donc du coup, les hormones, ben, ça va aussi équilibrer l'acné, par exemple. Et donc, c'est le côté simple pour un premier abord de contraception. Après, il ne faut pas hésiter à dire, ben non, moi, prendre un comprimé tous les jours, je ne suis pas capable, je vais oublier. Euh, et du coup, ben, on discute d'une autre méthode contraceptive. Mais c'est vrai que c'est souvent la première méthode qu'on propose parce que simple, facile et efficace. Après, il y a aussi tout simplement, par exemple, moi, je suis même jeune, j'ai jamais voulu prendre d'hormones et je pense que je suis pas la seule parce qu'on sait que ça a pas mal d'effets. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, ils le savent sur ma chaîne, je suis hyper sensible, j'en ai pas encore vraiment parlé, mais j'ai déjà parlé de ça. Et je sais que les hormones, ça peut encore plus jouer là-dessus et que psychologiquement, ça peut être difficile aussi parfois les hormones. Donc, personnellement, j'ai jamais voulu, et je pense que je ne voudrais jamais choisir les hormones. Donc, il y a aussi la mécanique. Et à l'inverse, vous pouvez choisir les hormones tout à fait parce que, comme tu l'as dit, ça peut aider à l'acné, ça peut aider à pas mal de choses.
Et il faut en tester souvent plusieurs aussi des pilules avant de trouver celle qui vous convient, vous, parce qu'il y en a qui vont vous donner plus d'acné, moins. Il y en a qui vont stopper vos règles alors que vous préfériez les garder, parce qu'il y a des femmes qui préfèrent garder leurs règles. Et inversement, ça peut faire prendre du poids. Enfin, voilà, il faut trouver celle qui convient, en fait, souvent. C'est ça. On est toutes différentes et du coup, ben, on va toutes aimer des dosages, accepter des dosages différents. Puis on aura la tolérance aux effets indésirables qui va pas être la même aussi. Je sais pas, moi je veux aimer ne pas avoir mes règles, mais quelqu'un d'autre va en être malade. Donc voilà, c'est en fonction de tout ça qu'on jauge et qu'on arrive à trouver le bon compromis et la bonne pilule, la bonne contraception. Ok. Est-ce que c'est dangereux si on perd beaucoup de sang pendant ses règles, nous demande Alicia. Alors, beaucoup, ça dépend. Chacun va avoir sa vision de beaucoup, hein. Donc, la première question qu'on va te poser, c'est combien de serviettes hygiéniques ou combien de tampons tu remplis par jour, à quelle fréquence tu changes, voilà, pour jauger si c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Le plus gros problème, ça risque de créer une anémie, donc un manque de fer, en grosso modo. Donc, ça va être C'est la plus fatigant. grosse. Et après, ça peut être dû à plein de choses différentes. Donc, faut pas hésiter, si on estime qu'on perd trop de sang, à consulter un gynéco ou une sage-femme. Ça dépend aussi de la durée des règles. C'est-à-dire que si on saigne beaucoup, mais 2 jours, ça va pas être pareil que si on saigne beaucoup, mais une semaine. Les conséquences vont pas être les mêmes. Donc, faut vraiment jauger au cas par cas. Puis souvent aussi, quand on a un cycle, enfin, le cycle, il va varier. Donc, si je dis pas de bêtises, entre à peu près 24 et 37 jours, quelque chose comme ça. Et ouais, Souvent aussi, quand le cycle est un petit peu plus long, bah, voilà, par exemple, 37 jours, on va avoir tendance à perdre un peu plus de sang que quand il est un peu plus court aussi. Enfin, pas personnellement, forcément. c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je sais pas si c'est une vérité générale, mais. Oh non, pas forcément. Non, pas forcément. Donc, voilà. Donc, vous voyez comme quoi tout dépend de chacun. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres questions du coup? Ouais, il y en a beaucoup là. Effet secondaire, les règles irrégulières. Oui, mais encore une fois, du coup, ça dépend de chacun. Effet secondaire, j'ai pas vu. Alors, il demandait, en fait, c'est Janaka qui disait que dans les effets secondaires dont on parlait tout à l'heure, de la pilule, etc., il y avait les règles irrégulières. Oui, bah ça dépend de la contraception. Ça dépend si on prend en continu ou pas. Ça dépend s'il y a des oestrogènes ou pas. Donc souvent, par exemple, les contraceptions qui n'ont pas d'oestrogènes, on peut soit ne pas avoir de règles, soit avoir des règles très très irrégulières. Donc voilà. Qui n'est pas forcément pratique, donc il faut aussi le prendre en compte. Voilà, je pense à quelqu'un qui est jeune et qui n'est pas du tout à l'aise, par exemple, avec les tampons, etc., ou la cup et qui veut souvent aller se baigner, qui fait de la natation, par exemple, bah, ça peut être du coup quelque chose qu'elle voudra moins que d'autres. Il faut essayer parce que du coup, si elle n'a pas ses règles du tout, elle va être contente. Oui, c'est sûr. Voilà, faut tester. Faut Conclusion. tester. Il y a de tout. Quels sont les symptômes d'une infection? D'une infection. Alors, bah, ça va être, comme on disait tout à l'heure, hein, ça gratte, ça brûle, ça sent mauvais, les pertes qui auraient une couleur un peu bizarre, un peu verdâtre, un peu grise, un aspect différent de d'habitude. Tout ça, ça va être des symptômes d'infection. Douleur aussi au bas du ventre, ça va être des symptômes d'infection. Donc voilà. Du coup, quand La on fièvre. parle d'infection, il y a un truc qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le choc toxique. Que je me suis renseignée dessus il y a quelques jours, donc ça tombe bien. Mais voilà, tout ce qui est choc toxique, est-ce que pour les plus jeunes, j'imagine qu'ils ne doivent pas forcément savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est, les définitions, puis quelles protections sont concernées, etc. Si vous pouvez nous en dire un peu dessus. Alors, le choc toxique, c'est surtout avec les protections internes, donc tout ce qui est cup, tampon, parce qu'en fait, qu'on garderait trop longtemps. Parce que, en fait, dans le corps, il y a un microbe qui s'appelle le staphylocoque doré. Certaines personnes l'ont, d'autres ne l'ont pas. On ne peut pas savoir qui l'a pas. De toute façon, c'est normal qu'il soit là. C'est une bactérie de la peau. Sauf que des fois, il se retrouve dans le vagin. Et le fait de laisser du sang stagner, rester dans le vagin pendant
plusieurs heures et qu'en plus il y ait de l'oxygène, il y ait voilà, des choses, ça crée une infection qui part dans toute la circulation du corps. Et on se retrouve avec une fièvre brutalement, des douleurs, des maux de tête, une sensation de malaise, de diarrhée. Voilà. Dans ces cas-là, première chose, c'est enlever son tampon ou sa cup et puis filer à l'hôpital. Quoi. Ouais, il n'y a pas trop de choix parce que c'est vrai que le choc toxique, on entend enfin moi j'en entendais pas tant que ça parlait avant, mais sachez que ça peut être très très grave, ça peut être mortel dans certains cas. Donc si ça va pas, on file aux urgences quoi, on n'attend pas. Quitte à y aller pour rien, tant pis. Exactement, enfin, ça reste. Puis surtout enlever le tampon, enlever la source du problème. Hein. Surtout. Ah bah oui. Surtout. Parce que souvent, ceux qui se retrouvent à mourir ou dans le coma et tout, c'est qu'ils sont arrivés à l'hôpital et bah, déjà dans un état compliqué et au final, on ne savait pas qu'ils étaient là toujours. Quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, le secret pour éviter ça, ou en tout cas bien réagir face à un choc toxique, c'est tout simplement savoir ce que c'est. Il n'y a pas 30 000 solutions. Et donc savoir qu'il faut l'enlever parce que souvent, je pense que les jeunes femmes à qui c'est arrivé, c'est parce qu'on en parle pas assez. Et du coup, à ne pas garder le tampon ou la cup de 6 heures. Mince. Oh, il y a eu un gros bug. Oui, j'ai eu un gros bug de connexion internet, excusez-moi. Et du coup, ah là là. Bug, oui. Ça bug beaucoup, beaucoup. Alors attendez. Parce que je vois vos messages. Je ne sais absolument pas si vous m'entendez, mais je vois vos messages. J'ai eu un problème apparemment d'internet, donc je me suis mis en 4G. J'espère que ça va être un peu mieux. Il va falloir que tu refasses la demande. Ah, ça bug. Ok, ça devrait être revenu. L'invitation, elle est toujours là. Hein. Attends, je vais l'activer, la désactiver. Est-ce que c'est bon? Enfin, là, elle est toujours active, l'invitation, normalement. Ok, bah moi, du coup, de mon côté, c'est bon. Et l'invitation, elle est toujours ouverte. Autorisée. Ça devrait être bon. Là, je l'ai réactivé. Ça bug. On adore quand ça bug. Je sais pas si... Ou alors, soit on a bugué en même temps. Ok, ça devrait être bon. Ah, ça y est. Je suis désolée, j'ai une connexion assez instable là tout de suite maintenant. J'espère que ça va se calmer. Mais bon, on est revenu, c'est le principal. C'est elle qui fait hello. Non, moi je fais hola, mais c'est pas grave. J'ai les commentaires des fois. Ça fait longtemps que je peux venir dans tes lives. Bah, écoute, ravie que tu sois là. Ah, la phobie du sang. Oh là, alors là, c'est compliqué. Franchement, je sais pas trop comment tu pourrais l'aider. Peut-être qu'il faudrait qu'elle voie si elle peut s'orienter vers une sage-femme, un gynéco, et qui l'orienterait peut-être vers un psychologue ou quelqu'un comme ça qui l'aiderait à faire de l'hypnose ou quelque chose comme ça qui pourrait aider sa phobie. Donc après, une phobie, c'est une phobie. Donc c'est par l'hypnose pour les phobies. c'est ça, l'hypnose, ça peut être pas mal. Ouais.
C'est vrai Ouais. qu'être une femme et avoir un enfant, c'est galère. C'est vrai que je ne sais pas comment elles font. Faudrait que je cherche à en rencontrer une un jour qu'elle m'explique comment elle fait. Ça va être très intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, quels sont les symptômes des IST? Bah alors, les IST, tout le problème, c'est que des fois, il y a des symptômes et des fois, il n'y en a pas. Du coup, C'est et ça. ça dépend des IST, donc c'est un peu compliqué. Je Euh, sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On peut pas vraiment dire des symptômes, hein. L'idéal, c'est de se faire dépister régulièrement, justement parce qu'il y en a il y en a beaucoup qui n'ont pas de symptômes, genre le VIH par exemple, on n'a pas forcément de signes, c'est pas marqué sur le front et on n'a pas forcément de ressenti dans son corps, donc il faut se faire dépister régulièrement, ouais. Ça bug pas mal. Mmh, j'ai un peu bugué, ouais, je suis désolée. J'ai vraiment pas mieux. Ça marchait très bien au début du live et là, les 15 dernières minutes, ça va pas vouloir. Pas de soucis. Bon, ouais, on va devoir faire avec. Hein, euh, Alors Liliana qui a de l'endométriose, comment accepter le fait d'arrêter ses règles? Bah tu sais, les règles, c'est pas quelque chose d'indispensable, hein. C'est pas parce qu'on a ses règles qu'on est une femme. Les deux sont. Voilà, parce que sinon on n'arrêterait pas les règles des femmes pour X, Y, Z raisons. Donc, si c'est ça ton traitement, bah, traite-toi en fait. Traite-toi et accepte d'aller mieux en n'ayant pas de règles, en bloquant les règles. C'est ça, c'est que oui, les règles, c'est quelque chose donc, qui est au niveau des corps de la femme, hein, parce qu'on peut se sentir homme ou quoi, mais le corps de la femme fonctionne avec des règles de base, mais c'est pas ce qui vous définit en tant que femme. Vous pouvez considérer que oui, mais il y a plein d'autres choses qui vous définissent en tant que femme et en tant que vous, et c'est à vous de trouver en grandissant, en faisant vos expériences, ce qui vous définit vous et ce que vous considérez vous définir en tant que femme. Ça peut être, c'est vos cheveux qui vous permettent, vous, de vous définir. Ça peut être votre poitrine, mais ça peut être aussi votre comportement. Ça peut être... C'est à vous de trouver où vous voyez la féminité. Elle n'est pas que dans les règles, elle est dans plein de choses. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on est dans la féminité ou pas. Et c'est pas juste les règles. C'est ça. Mais du coup, ouais, non, on n'a pas l'impression qu'on enlève une partie de toi, hein. Même, tu vois, quand tu prends la pilule, tes règles, c'est pas des vraies règles, hein. C'est des règles qui sont fabriquées par le fait de ne pas prendre tes comprimés pendant une semaine. Donc, ne t'inquiète pas, c'est pas une partie de toi qu'on enlève. Et puis, n'hésite pas sur le chat si tu veux en parler un peu plus longuement. Voilà, parfait. Pareil, voilà, si vous avez des questions qui sont du coup plus, on va dire, entre guillemets, propres à vous, personnelles, qui ne sont pas des questions, on va dire, générales, comme on fait un petit peu là, n'hésitez pas du coup à aller poser vos questions sur le chat des Pipelettes que vous pouvez retrouver dans la biographie de votre compte TikTok, non, il me semble. Il doit y avoir le lien. Voilà, vous pouvez le retrouver donc très facilement. Vous cliquez juste là et vous trouverez. Les pipelettes, vous en passant. C'est quoi l'endométriose, nous demande Inès. Alors, c'est une maladie qui crée des kystes, on va résumer ça comme ça, des kystes au niveau soit gynécologique, soit digestif. Ça peut être même au cerveau, on a parfois des kystes endométriosiques au cerveau. Enfin voilà, c'est une maladie très très handicapante qui crée des grandes douleurs pendant les règles surtout, à cause des hormones. Et du coup, ben, souvent, ça se traite avec soit des opérations pour enlever, pour gratter un peu, enlever tout ce qui fait mal. Soit on bloque les règles. En général, dans un premier temps, on essaye de bloquer les règles ou de donner des très fortes pilules pour doser un peu ça. Donc voilà. Mais faut pas hésiter à consulter du coup quand on a des très fortes règles. C'est pas normal. Donc on consulte et on voit, on fait un check-up. C'est ça, la douleur dans les règles, oui, ça arrive, c'est courant, mais quand c'est trop, c'est pas normal, c'est trop, du coup. Voilà, si vraiment vous avez des douleurs trop fortes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou quoi que ce soit. Et il y a des médecins aussi qui pourraient, éventuellement, c'est arrivé de nombreuses fois, voilà, vous dire c'est rien, prenez un médicament, ça va passer. Si vous ne vous sentez pas écouté, vous allez voir un autre médecin, de toute façon. C'est ça. Voilà. Exactement. Pour l'endométriose, c'est des douleurs tout le long des règles? Que pendant les règles? Enfin, c'est quand les douleurs? Je pense que c'est ça la question surtout.
Alors, c'est surtout pendant les règles, mais il peut y avoir des douleurs tout le temps, à n'importe quel moment du cycle. Surtout quand c'est très très important et que ça envahit beaucoup. Il me semble même que pour tout ce qui est grossesse, c'est assez, enfin, c'est très surveillé, ça peut être très compliqué, parfois c'est impossible et tout Ah, ça. ça diminue la fertilité. C'est pour ça que des fois, on est amené à opérer une femme jeune et dire, bon ben voilà, on t'a opéré, mais ça peut revenir. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller, fonce, voilà. J'ai une chance comme ça, ouais. OK. Touc, 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 touc. Tu as peur des tampons, comment te baigner en vacances? Ben, on disait hein, le maillot menstruel ou la cup. Grave. Après, en général, si tu as peur de mettre des tampons, bon, la cup, c'est encore un level au-dessus en termes de taille, de forme. Donc, faut encore plus être à l'aise avec son corps. Donc, si tu as peur du tampon, en général, tu ne tournes pas vers la cup. Mais ouais, le maillot de bain menstruel, ouais. Ouais. Mais même les maillots de bain menstruels, je regardais, pour les flux très abondants, il n'y a pas. Hein. C'est vraiment pour les flux plutôt, voilà, ils le précisent souvent, début et fin de règle. Euh, Après, bah, des fois, soit, voilà, comme on disait, tu es très à l'aise, tu vas dans la mer, etc. Soit tu l'es pas et tu sautes 1 ou 2 jours de baignade. Voilà. Coucou. On a qui me disent coucou. Ah oui, parce que du coup, Lénalou avait. Alors la question c'était peur qu'il reste coincé ou que tu n'arrives pas à le mettre, les deux. Bah, un tampon, est-ce que ça peut rester coincé déjà? Alors, pour que ça reste coincé, il faut y aller, il faut vraiment l'avoir mis très très profondément parce qu'il y a la petite ficelle qui pend. Après, si par malheur, quand on a tiré, la ficelle s'est cassée, faut pas hésiter à y aller. Alors, il faut être à l'aise avec son corps, mais en même temps, c'est vaut mieux ça que finir aux urgences en disant j'ai un tampon coincé. On y va avec 2 doigts, bah, comme on irait enlever la cup, on l'attrape et puis on l'enlève. Et du coup, parce qu'on peut aussi, par exemple, réussir à mettre un tampon, mais être vraiment pas à l'aise avec son corps, on peut appeler soit son gynéco, peut-être en urgence, ou aller directement aux urgences pour qu'on l'enlève. Exactement. Ok. Parce qu'il y a des gens oui, qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps, sachez-le. Même si, voilà, on peut aussi ne pas être à l'aise, ne pas du tout pouvoir faire ce genre de choses. Et, par exemple, je pense au vaginisme et ce genre de choses où ça peut être très compliqué. Mais déjà, si vous avez réussi à mettre un tampon, c'est bien. On débute. Déjà, quand on a un vaginisme, quand on met un tampon, je pense qu'on est content. Donc voilà, ouais, pour y aller, enfin pour bloquer un tampon, il faut y aller, c'est quand même rare. Et de quoi qu'il arrive, bah, on essaie d'y aller avec les doigts ou on va aux urgences si on n'est pas du tout à l'aise. Conclusion. Du coup, toujours sur le tampon, on m'avait demandé, parce qu'en fait, moi, je ne mets pas de tampon, donc je ne sais pas. Comment on sait si le tampon est plein? Alors, déjà, il faut mettre des tampons adaptés à son flux. Hein. Voilà, si on saigne beaucoup, on va mettre des gros. Si on saigne pas beaucoup, on va mettre des petits. L'idéal, c'est pouvoir le garder à peu près 4 heures, 4 à 6 heures, on va dire. Savoir s'il est plein, bah, quand on tire un petit peu dessus et qu'on voit qu'il résiste, c'est qu'il n'est pas plein. Parce qu'en général, quand il n'est pas bien plein, il n'est pas bien lubrifié et on a plus de mal à l'enlever. Donc voilà, si on tire un peu dessus et il résiste, c'est qu'il n'est pas plein. Si on tire et qu'il est nickel chrome, c'est qu'il est plein. D'où l'utilité du coup de choisir un tampon par exemple qui soit adapté au flux, c'est-à-dire que si vous prenez un tampon pour un flux abondant et que vous le mettez un jour où vous avez un flux très léger, bah, au bout de 6 heures, qui est quand même le max de temps pour garder un tampon, il va être très difficile à enlever parce qu'il ne sera pas plein. Donc d'où l'importance de choisir correctement, de commencer à un flux léger et augmenter très progressivement pour être sûr de ne pas vous retrouver avec un tampon pas plein au bout de 6 heures. Voilà. Ça irrite, hein. Ça irrite quand il faut l'enlever et que. Ouais, ça, c'est pas très Pas agréable, plein. je pense. J'ai peur de vous poser des questions. Alors déjà, sache qu'ici, on est sans tabou, sans jugement. Il n'y a aucun sujet qu'on ne peut pas aborder et ce sera toujours avec bienveillance. Après, encore une fois, si tu préfères que ce soit anonyme, etc., il y a le chat de Pipelette dont on a pas mal parlé, où tu peux aller directement. Il y a le lien dans la bio.
du TikTok des pipelettes. Et là, tu auras accès, donc tu pourras parler anonymement à une pipelette, poser les questions que tu veux et arrêter de discuter quand tu veux, à l'heure que tu veux, le jour que tu veux. Voilà. Lespipelettes.org. T'inquiète, on va te mettre à l'aise. Et c'est totalement anonyme. Voilà. Mais en tout cas, ici, n'hésitez pas. Il n'y a que des gens qui se posent des questions, donc pourquoi on jugerait quelqu'un plus que vous? Il n'y a pas de raison. Pas de raison du tout. L'autre jour, j'ai mis une serviette de nuit pour la journée. Elle a tenu 2 heures et ça a débordé. Bah, ça peut arriver, hein. On a tous connu dans notre vie un ou plusieurs mêmes accidents. Donc ça peut arriver. Ben, tant pis en vrai. Hein. Voilà. On connaît le fameux « j'ai pas une tache derrière ». C'est très très gênant, je suis d'accord avec toi, mais voilà, ça peut arriver. Après, si tu Bien. remplis 8 serviettes de nuit dans la journée, là, faudrait peut-être consulter, hein, par contre. Si ça reste occasionnel, voilà. Puis il y a aussi des fois, la serviette de nuit c'est bien, mais quand vous bougez, quand vous faites du sport, si par exemple c'est une serviette de nuit sans ailette, bah, il se peut qu'elle ait juste bougé et que du coup ça ait un peu coulé sur le côté et en soi tu n'es pas rempli, on va dire, la serviette. Donc il y a aussi tout ça. Donc choisissez bien vos serviettes avec, sans ailette, aussi en fonction de ce que vous faites. Si vous faites par exemple du sport, bah, quelque chose peut-être, si vous préférez être en jogging parce que vous n'aimez pas que ça moule, peut-être mettez un short plus moulant et votre jogging par-dessus pour être sûr que bah, voilà, la serviette elle tienne bien, ce genre de choses. Il faut essayer de penser à tout ça. Évidemment, quand on a ses premières règles, on n'imagine pas qu'il y a tout ça à cogiter là-dedans, mais vous allez, j'ai aucun doute, trouver les tips dont vous aurez besoin au fur et à mesure aussi. Hein. On apprend sur le tas un petit peu aussi. Choisir des culottes à la bonne taille, mettre des vêtements un peu plus sombres, superposer deux culottes aussi, des fois, ça permet d'en avoir une un peu large, un peu voilà, et l'autre qui est un peu plus serrée et qui tient bien. Enfin, ouais, il y a plein de techniques. Hein. Il y a les shorts de gym d'Omios là qui coûtent pas cher, qui sont très courts par exemple, mais qui viennent moulants et qui vont bien tout tenir. Donc voilà, vous pouvez mettre votre culotte, votre serviette et mettre ça dessus pour que ça bouge pas. Par exemple la nuit, et même si ça fuit, bah, ça vous fait un deuxième tissu pour absorber. La nuit, vous pouvez mettre une serviette aussi sur votre lit pour éviter de tacher les draps si ça vous fait peur. Puis voilà. Ouais, il y a plein de petites astuces. Hein. J'ai pas compris, c'est quoi la contraception? Ah, on a vraiment des. C'est là qu'on voit aussi qu'on a souvent des très très jeunes. C'est que voilà, il y a plein de mots comme ça qu'on dit que ces personnes-là ne connaissent pas. Et évidemment, sur 10 des mots que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à demander les définitions. Ouais. Bah, la contraception, c'est ce qui empêche une grossesse. C'est toutes les techniques qui vont te permettre de ne pas tomber enceinte en ayant des rapports, tout en continuant à avoir des rapports. Donc ça va être tout ce qui est préservatif, implant, stérilet, pilule, cap, diaphragme, etc., etc., etc. Voilà, tout ce qui est fait pour éviter d'être enceinte et d'avoir un bébé quand t'as pas envie. Et protéger, dans le cas des préservatifs, d'ailleurs, protéger des IST. Voilà. Ouais. J'ai Les peur cœurs de noirs, l'annoncer à ma mère. Comment faire? c'est pas super. J'ai pas compris. Je sais pas de quoi elle parle. Ah, j'ai peur de l'annoncer à ma mère. Comment faire? Je pense que c'est les premières règles. Il me Ah, semble souvent ça. Mais de toute façon, de manière générale, j'ai déjà beaucoup répondu à cette question. Et je pense que la communication, bah, il faut essayer. Il y a plein de méthodes. Si c'est timide, ça peut être écrire sur un papier, envoyer un SMS si c'est trop difficile. Ou aussi, des fois, juste lancer le sujet comme si c'était lambda, ça peut paraître plus facile. Mais si t'es pas à l'aise, par exemple, avec ta mère, bah, peut-être que tu l'es plus avec ton père, peut-être que tu l'es plus avec ta sœur ou avec ton frère, qui peuvent également être de très bons intermédiaires, ou l'infirmière du collège, ou une copine. Enfin voilà, on n'est pas obligé non plus de tout dire à ses parents. On a notre jardin aussi, on a le droit. et, et puis, il faut pas avoir peur, c'est normal d'avoir ses règles quand on est une femme. Hein. Ta mère, elle sait qu'un jour, tu auras tes règles. Et le jour où tu auras tes règles, elle sera soit très contente en se disant ma fille est une femme, soit très oulala, ma fille grandit. Donc, t'inquiète pas, ça peut ouvrir aussi une discussion et un dialogue. Et voilà, et elle sait qu'un jour, tu auras tes règles, ta mère. Hein. Je trouve ça génial. Il y en a qui font carrément comme une fête d'anniversaire, mais parce qu'elles ont eu leur première règle. Et je trouve ça vachement positif.
Et Ouais, pourquoi c'est pas. vrai. Et depuis que j'avais raconté cette anecdote-là, j'ai dit qu'à chaque fois qu'on me disait j'ai eu mes règles, je répondais bravo. Parce que je trouve ça beaucoup plus positif que t'inquiète. De rassurer, finalement, ça angoisse parfois plus. Donc bravo, parce que c'est une étape de la vie et on dédramatise, quoi. Exactement. Ok. Oula, il pleut chez moi comme pas possible. Je sais pas quelle heure il est déjà 16h02. Ouais. On peut peut-être répondre à une dernière question. Ok. Si quelqu'un en a une, sinon moi, j'en ai. Si toi, il y a quelque chose dont tu voulais parler aussi. Je crois qu'on a fait, on a pas mal discuté. Là, il y a quelqu'un qui demande. Ah, mon père chez moi, du coup, j'ai dû appeler ma mère au boulot et j'ai galéré à lui dire. Ah, il y avait que mon père chez moi. Ça, c'est plutôt des anecdotes. Tu étais à Noirmoutier ce week-end. Oui, j'étais à Noirmoutier ce week-end. Ça n'a rien à voir avec le sujet de discussion. Je me suis fait zioter à Noirmoutier, apparemment. C'est pas grave. C'est ça. Ah, est-ce que j'ai eu mes premières règles il y a un an et que c'est toujours pas revenu? Ah oui, t'es sûr que ça Alors, revient souvent, ça tombe bien. alors, ça dépend quel âge tu as, ça dépend de plein de choses. Faut pas hésiter de toute façon à consulter quelqu'un pour faire le point, pour voir si c'est juste que tu n'as pas de règles ou si c'était une fausse alerte et des petits saignements qui peuvent être liés à autre chose. Hein. On ne saigne pas que pendant les règles. Hein. Des fois, on saigne parce que le col est irrité, on saigne parce qu'on a un stress, une petite chute d'hormones. On saigne pour plein de raisons et pas que pendant les règles. Donc si ça se trouve, c'était pas vraiment des règles. Ouais. Et les règles sont pas encore là. Mais c'est souvent le cas, hein, quand vous avez l'impression d'avoir eu vos règles un jour et que pendant un an vous ne les avez pas, c'est souvent que c'était pas des règles, ou que c'était, on va dire, les prémices ou lié à autre chose en tout cas. Et même quand on a ces premières règles, il y en a qui vont être régulières tout de suite, mais il y en a qui ne vont pas l'être, voire ne vont peut-être jamais l'être, mais en tout cas pas au jour près. Il y en a qui sont réglées comme des horloges, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et surtout, quand on a ces premières règles, les premiers temps, c'est pas rare d'être très irrégulière. C'est ça. Voilà. Et puis, il y en Un a. an, c'est pas vraiment des règles. Hein. Au bout d'un an, Oui, ouais. non, un an, non, voilà. Mais du coup, sur une durée plus courte, par exemple, si vous avez vos premières règles, puis vous avez les règles un mois et demi après, que des fois, ça saute un mois de temps en temps, au tout début, c'est pas anormal, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Eh ben écoute, j'espère que ce live vous aura plu. J'espère que ça t'a plu toi aussi de nous instruire autant. Ouais, non, super. Et À puis, refaire, hein. Intéressant, ouais. ouais, voilà, de partager, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Enfin, moi, je trouve ça super sympa. Pourquoi pas à refaire un jour, Bah oui, quand on aura carrément. de Hein. nouvelles questions. Ça. On va laisser une génération de questions citées. Il y aura Régulier, ça veut toujours. dire par exemple, tous les 25 jours, par exemple. C'est C'est ça. ça, régulier. Ok. Ouais, régulier, ouais, c'est ça, c'est ça, régulier. Après, un cycle moyen, parce que ça me demande souvent, c'est 28 jours, la moyenne. Après, c'est plus, un peu moins, ça dépend de vous. Voilà. Exactement. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Bah écoute, vas-y. Et après, on va se dire au revoir, du coup. Ouais. Bon, si elle arrive, la question, elle Ouais, a c'est pas l'air ça. d'arriver. Nono qui essaie de nous poser une question. Elle laisse le Peut-être pas. suspense. C'est ça. Ouais. Bon, la question reviendra peut-être. Sinon, tu la poses sous une de mes vidéos ou une des vidéos ou sur le chat des pipelettes et on te répondra, il n'y a pas de souci. On espère en tout cas que ça vous aura plu ce live. Si vous voulez qu'on en refasse, si vous avez encore des questions, ben voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas encore une fois à aller sur le chat des pipelettes si vous avez voilà, des questions d'ordre peut-être plus personnel ou auxquelles on n'a pas répondu ou auxquelles vous avez besoin d'une réponse rapide. Donc lespipelettes.org, vous pouvez taper ça sur internet, vous pouvez trouver directement sur leur TikTok, sur leur Instagram aussi. Exactement. Et Facebook. Et Facebook, ouais, ils ont tout. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis abonnez-vous. Merci. Hein. Ouais.
Et bien, Parlez-en autour merci de à toi surtout d'être venue, d'avoir répondu. Et voilà, je te souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous la même chose. Et puis, à plus. À plus. Ciao, ciao.